Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Philippe Béchade, le président des Éconoclastes. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons passer en revue plusieurs nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de l'économie mondiale. On a l'économiste Jean-Luc Ginder qui a récemment annoncé qu'une crise financière 30 fois plus puissante qu'en 2008 s'apprête à frapper l'économie mondiale. En avril dernier, c'était Georges Hugueux qui a officié durant 7 ans en tant que vice-président du New York Stock Exchange qui alertait sur un possible tsunami financier avant 2020. Alors, est-ce que vous partagez leurs inquiétudes ? Des inquiétudes, c'est sûr, il y en a. Alors maintenant, est-ce qu'une crise 30 fois pire que 2008 survient ? Même elle serait juste 2 fois pire, ça serait déjà complètement apocalyptique. Alors après, les 30 fois, je ne sais pas si c'est pour enflammer les imaginations. Il faudrait juste pas même qu'on revive l'équivalent de 2008, parce que cette fois-ci, on ne s'en relèverait pas. Tout simplement parce que les banques centrales n'ont plus les marges de manœuvre dont elles disposaient en 2008. La Fed, par exemple, avait 500 points de marge. Ben Bernanke avait même prévenu qu'on pouvait envisager d'aller au-delà de 500, c'est-à-dire de passer l'ancien directeur de la Fed, en taux négatif, ce qui n'est pas arrivé, je dirais, fort heureusement. Sinon, on rentrait dans un monde financier à la Lewis Carroll. Et puis, tenez, aujourd'hui, on y est. On est en taux négatif en Europe, dans 6 voire 7 pays. Autrement dit, on paye la France, par exemple, pour emprunter. Donc, quand on parle des déficits qui sont la dernière horreur, les 100% de ratio dette PIB, plus la France aujourd'hui emprunte, plus elle gagne d'argent. Elle emprunte à moins 0,65 entre 1 et 3 ans. L'Allemagne, c'est du moins 0,70 ou quasiment. Donc, plus on emprunte, plus on gagne. C'est quand même assez paradoxal. Or, cette situation-là, c'est déjà la marque d'un système en crise. On n'avait même pas connu ça en 2009. Vous vous rendez compte ? On n'a pas encore commencé à aborder la récession, qu'on a déjà des structures de taux qui sont sur les pires configurations qu'on ait observées depuis 50 ans. Voilà. Donc, les nuages à l'horizon, j'ai l'impression qu'on est déjà largement à l'ombre. Oui, qui sont au-dessus de nos têtes. Mais vous parliez des banques centrales. On a quand même l'impression que les banques centrales, notamment je pense à la Fed ou à la BCE, n'arrivent pas à sortir des politiques monétaires très accommodantes qui ont été les leurs après la crise de 2008. On a la Fed qui, après avoir remonté ses taux à plusieurs reprises, réfléchit à les baisser à nouveau. Alors la BCE, elle planche, elle, sur des moyens de relancer son quantitative easing qu'elle vient d'abandonner en décembre dernier. Tout ça donne quand même l'impression d'une économie qui est droguée aux liquidités des banques centrales. Ouais, et cette promesse de morphine monétaire a déjà plongé les marchés dans un état de béatitude, puisque depuis le début de l'année, finalement, on ne fait qu'accumuler des signaux de ralentissement économique. Il suffit de voir les derniers PMI, c'est-à-dire en fait les anticipations des directeurs d'achat, je parle de celles du mois de juin, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, à l'exception notable de la France, tous les PMI se replient de moins 0,4 à moins 1% en moyenne. On est même au-delà de moins 1 en Italie, on est à moins 0,5 en Allemagne. Et là, il ne s'agit pas d'un petit accident passager, il s'agit bien d'une tendance lourde, avec une succession d'anticipations économiques qui se dégradent. On a la confiance des consommateurs également qui plonge littéralement en Allemagne et aux États-Unis, dans des proportions qu'on n'a pas observées d'ailleurs depuis l'année 2008. Et vous avez des marchés financiers qui nous font un premier semestre digne des 1001 nuits, avec 21% de hausse pour le Nasdaq, 17,5% pour le CAC, 21% pour le CAC 40 dividendes inclus. Quand a-t-on réalisé de telles performances boursières sur la base d'anticipations aussi négatives ? On est dans une configuration absolument unique. Et on le doit uniquement au narratif des banques centrales qui secouent leur trousse à outils en nous expliquant que dedans, on a encore la clé de 12 pour ouvrir le robinet à liquidité et qu'on a l'espèce de chalumeau pour rallumer une espèce de brasier monétaire qui va réchauffer l'économie, réchauffer les marchés. C'est extraordinaire. On nous promet déjà l'usage d'instruments qui n'ont servi que dans des phases littéralement apocalyptiques sur les marchés, c'est-à-dire illiquidité totale, gel complet des échanges interbancaires.
Enfin, on est déjà dans un monde à la Lewis Carroll. Depuis le 1er juillet, on sait que les États-Unis ont battu le record de leur plus longue période de croissance depuis 1854. Le chômage est à un niveau historiquement bas. On pourrait se dire que tout va bien du côté de l'oncle Sam. Ce n'est pas le cas de Stephen Lauer, un éditorialiste au journal Le Monde, qui parle d'un président Trump, je le cite, qui pousse à utiliser toutes les ficelles budgétaires et monétaires pour entretenir un paradis artificiel de la croissance, dans le seul but de se faire réélire l'année prochaine, et d'une croissance pour la croissance qui n'a de vertu, surtout lorsqu'elle est obtenue grâce à une création monétaire hors norme et des conditions d'emprunt absolument aberrantes. Alors, quel est votre sentiment concernant l'économie américaine ? Le même. Pas mieux. Non, mais c'est merveilleusement exprimé, synthétisé. Oui, Trump veut nous créer un paradis artificiel, une sorte d'économie reposant sur ce qu'il aime également plus que tout, c'est-à-dire des vérités alternatives. Le chômage à 3,6, c'est une vérité alternative. Le vrai taux de chômage aux États-Unis, il est entre 13 et 15%. C'est juste qu'il y a aujourd'hui 60 ou 70% des gens au chômage qui ne sont plus dans la statistique. Oui, ils sont sortis des listes, effectivement. Tout à fait. Il y a pas mal de polémiques. Alors après ça, il y a une polémique sur est-ce qu'il y a 100 millions d'Américains qui pourraient travailler, qui ne travaillent pas. Moi, je me suis penché sur la question parce que 100 millions, évidemment, ça frappe les esprits. On serait à un niveau qu'on n'avait même pas atteint dans les années, les séquelles de 1929-1932 aux États-Unis. Donc, on serait là, on va dire, d'un point de vue algébrique, dans une situation pire. Moi, je pense que sur les 100 millions d'Américains qui, effectivement, pourraient travailler et ne travaillent pas, il y en a au moins un bon tiers qui, de toute façon, ne travailleraient dans aucune des circonstances. C'est-à-dire que soit ils sont à la retraite, ils n'ont pas envie de reprendre, soit ils sont handicapés ou empêchés de travailler pour une raison ou pour une autre. Après, il y a beaucoup de gens qui sont découragés ou qui pensent que retrouver un emploi, ça ne sera de toute façon que pour des jobs complètement précaires, dévalorisants, sans perspective. Et c'est vrai que là, à moins d'avoir très très faim et d'être obligé de ramener de l'argent à la fin du mois, beaucoup de gens aujourd'hui vivent d'équivalent du RSA aux États-Unis. Food stamps, par exemple. Effectivement, pour survivre, on comble le premier besoin de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire au moins se nourrir et boire, voire avoir un toit. Voilà, donc que ce soit un RSA, que ce soit une sorte d'ersatz de revenu universel, ou que ce soit de la charité pure, parce que dans beaucoup d'États américains, c'est ça aussi qui permet aux gens de survivre. Bon, il y en a beaucoup qui sont, comme on dit, totalement hors système. Et ça, c'est un phénomène, par contre, qui est extraordinaire, parce que 1929-32, c'est la grande crise aux États-Unis. En 37-38, on a retrouvé un taux d'emploi, enfin de participation de la population active, qui est équivalent à celui de 28-29. Alors que là, 10 ans après la crise, 10 ans après la crise, après le plongeon de 2009, le taux de participation de la population active est resté quasi équivalent. Mais on nous dit qu'on a recréé des emplois, etc. Ce qui, en réalité, quand on connaît le taux de progression de la population américaine, qui est de l'ordre d'un petit peu plus de 5 millions d'individus par an, on ne crée pas 5 millions d'emplois par an. On en crée 200 000 par mois. Donc forcément, heureusement qu'il y a une pyramide des âges et des baby-boomers qui arrêtent, parce que le taux de croissance de l'économie américaine ne permet pas d'absorber les nouveaux entrants de la nouvelle génération. Donc il faut être aussi conscient de cela. Alors tout à l'heure, vous parliez d'indicateurs qui sont semblables à ceux de 2008. Alors là, on a une affaire dont j'ai envie de parler plus que de la guerre commerciale dont on parle beaucoup entre les USA et la Chine. C'est l'histoire qu'Axel de Tarlé a racontée sur Europe 1 concernant le fonds H2O. Alors c'est un fonds qui est détenu à moitié par Natixis, qui est la maison mère des banques populaires et des caisses d'épargne. Alors ce fonds se trouve dans une situation compliquée. Certaines entreprises privées auraient le plus grand mal à rembourser leurs prêts, ce qui a pour effet de faire paniquer les investisseurs qui retirent tous leurs billes, les uns après les autres. Une situation qui fait faire un parallèle à Axel de Tarlé. Selon lui, cette affaire, elle ressemble à la fermeture par BNP Paribas de 3 fonds à l'été 2008, des fonds qui étaient pleins de subprimes.
ces crédits immobiliers pourris américains. D'après Axel de Tarlé, les politiques laxistes de la BCE ont poussé les acteurs de la finance à prêter à n'importe qui, y compris des entreprises qui ne sont pas solvables. Alors pourrait-on assister à une crise des subprimes 2.0 ? Le cas Natixis est aussi riche d'enseignements sur la psychologie des opérateurs. Il faut savoir que la fraction illiquide des fonds H2O, co-gérés d'ailleurs par Natixis, effectivement, un autre intermédiaire, dont le patron est aujourd'hui également co-actionnaire de Natixis. Bon, il y a une sorte de mélange des genres qui ne plaît pas tellement aux investisseurs, mais ça c'est un autre souci. La fraction dite illiquide, je crois, elle est de 4 à 5% du montant global du fonds. Je pense qu'on est on parle d'un fonds de 1,2 milliard d'encours et on a quoi on a 50 millions qui sont illiquides. Le problème, c'est que tout le monde sait bien que ces actifs illiquides, il y en a partout, pas seulement dans des fonds gérés par Natixis. Et celui qui en parle le mieux, c'est Mark Carney, le patron de la Banque centrale d'Angleterre. Il a fait une mise en garde tout à fait explicite sur le fait que la plupart des fonds, il n'a pas stigmatisé ou désigné H2O, particulièrement H2O. Il a dit, il y a aujourd'hui un problème d'illiquidité de nombreux fonds. C'est-à-dire que les fonds ont des demandes pour servir des pensions, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, la porte de sortie, pour justement réaliser, entre guillemets, une partie de l'encours, la liquidité, elle n'existe déjà plus. Mais elle n'existait déjà pratiquement pas à l'origine, parce que les banques centrales ont tellement poussé les investisseurs et les gérants de fonds à la recherche de rendement, on les a tellement poussés vers le risque, c'est-à-dire acheter du rendement à tout prix auprès d'émetteurs peu sûrs ou avec des notations de type triple B, mais menaçant de basculer dans la catégorie spéculative, double B, qui est spéculative. Autrement dit, ça veut dire que réglementairement, les fonds sont obligés de s'en défaire. Je parle des fonds de retraite, des assureurs. Donc, ils ont acheté des tas de lignes pour capter un rendement sans aucune porte de sortie au cas où les choses tournent mal. Alors quand les assureurs vous disent « Ah oui, mais moi j'ai acheté ça parce que j'irai jusqu'au bout. Le manque de liquidité, moi ça me concerne pas. Je suis pas un spéculateur. Je fais pas des allers-retours en permanence. Moi je pile pas. Moi je suis buy and hold et je garderai jusqu'au bout. » Bah oui, garde jusqu'au bout si c'est toujours en catégorie triple B. Mais si on bascule en BB, pas le choix. Faut sortir. Donc, est-ce que les banques centrales sont prêtes à dire, par exemple, les autorités de marché sont prêtes à dire « Ah non, mais là, on comprend le problème, rassurez-vous, la catégorie double B+, ou double B, ça ira très très bien, vous n'êtes plus obligé de les liquider. » Si les choses ne changent pas, aujourd'hui, on est au bord, effectivement, de la catastrophe. Et parce qu'il y a des mécanismes dont vous parlez qui ressemblent à ce qui a provoqué la crise des subprimes. Tout le monde voudra sortir face à strictement aucune demande. Ou alors, oui, quelques fonds, dits et fonds vautours, qui rachètent des lignes obligataires à prix cassé. Ils se sont fait connaître notamment pendant la crise argentine. Exactement. Bon, grâce à la justice américaine, entre parenthèses, ils ont obtenu le paiement. C'était une grande première juridique internationale, mais c'est pas le sujet qu'on aborde. Là, aujourd'hui, Mark Carney avertit que d'ores et déjà, il y a énormément de petits rendements avec un risque absolu en termes de liquidité, et globalement sur fond de risque sans rendement pour la plupart des émissions AAA ou AA, etc. C'est une situation qui est d'ores et déjà ubuesque, parce que les émetteurs AAA ou AA, ce sont majoritairement les États, et ils sont déjà plus endettés qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire de l'humanité. Donc on pourrait, pour l'instant, on n'est pas sur les mêmes niveaux que ce qu'on avait pu voir pour la crise des subprimes, mais ce qui est en train de se mettre en place pourrait mener à une catastrophe semblable. Quand je vous dis qu'on a des encours de dette
jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Alors ça dépend des calculs, 200 000 milliards, 225 000 milliards. 7 fois le PIB réel. Oui, Jean-Luc Binder est à plus de 200 000 milliards, je crois. Voilà, de toute façon, tout va dépendre après ça, la façon dont on calcule. Enfin, même l'endettement serait de 150 milliards. Il serait déjà du double du PIB. Et en fait, c'était la situation qu'on connaissait au printemps 2008. On était au double du PIB déjà. Et on s'est aperçu que ça a posé un problème. On est passé à 3 fois. Et là, aujourd'hui, on dit les banquiers centraux, et notamment Mario Draghi et d'autres, nous expliquent que c'est tout à fait gérable parce que le coût des 150 milliards de 2008, le service de la dette, eh bien, aujourd'hui, avec 3 fois, eh bien, le coût est moindre. C'est-à-dire que en 2008, 150 milliards, ça signifiait qu'on devait verser du 45 milliards. Et cette année, avec des taux à zéro sur 13 000 milliards de dettes, taux nul ou négatif, eh bien, le poids de la dette globale est inférieur. Il se fait moins sentir alors qu'il est supérieur à ce qu'il fut à la veille de la crise. Ah, c'est merveilleux, continuons effectivement de nous endetter. Le problème, c'est qu'à un moment, c'est pas le coût de la dette qui pose problème, c'est rembourser le principal. C'est tout. Si d'un seul coup, la croissance ralentit, que la circulation monétaire ralentit, les entreprises, les États verront se tarir les sources de revenus. Et à ce moment-là, le problème, c'est pas le coût de la dette, qui n'en a déjà plus un depuis très longtemps. Le problème, c'est comment on fait face au remboursement du principal. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on déclenche de l'hyperinflation. On n'y est pas parvenu depuis 30 ans au Japon. On n'y est pas parvenu depuis 10 ans en Europe. Ou alors, on restructure. Et la restructuration, comme on le sait, c'est l'euthanasie des rentiers, des épargnants, etc. J'aimerais qu'on parle maintenant de la Deutsche Bank. Les dirigeants de la banque allemande envisagent de créer une bad bank de 50 milliards d'euros. Que se passe-t-il au sein de cet établissement financier de premier plan? Parce que je sais que vous êtes intéressé à la question et que la Deutsche Bank représente un gros souci pour pas mal d'observateurs. Alors, c'est plus un souci, je pousse un énorme ouf de soulagement. La Fed vient de procéder à des stress tests fin juin et la Deutsche Bank a passé ce stress test avec succès. Après avoir échoué en 2015, 2016 et 2018, 2019, POC, ils ont obtenu leur tampon. Ils peuvent y aller, ils peuvent augmenter les bonus, ils peuvent procéder à des rachats de titres, ils peuvent modifier la rémunération des dirigeants. Ça y est, la Deutsche Bank présente tous les attributs d'une banque solide. Alors, j'ai plus rien à dire, il n'y a plus de commentaires à faire. Les 55 000 milliards de dérivés, c'est parce que c'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent le problème des dérivés de la Deutsche Bank? Parce que c'est ça le cœur du sujet. Les dérivés de la Deutsche Bank, à chaque fois, ce sont des grands équilibres. C'est-à-dire qu'on prend des positions d'anticipation sur les marchés obligataires et on se couvre. Donc, s'il y a un problème, tout est balancé. On a pris des positions également gigantesques sur des opérations de change, notamment pour ce qu'on appelle du carry trade, c'est-à-dire qu'on vend à découvert une devise dont on pense qu'elle va continuer de baisser pour en acheter une autre qui a une bonne rémunération, ce qui est logique. Si une devise est bien rémunérée, elle doit montrer par rapport à une autre devise qui rapporte 0. Alors, quelle autre devise rapporte 0 ? Suivez mon regard. Tournez du côté du Japon ou du côté de la BCE. Vous avez ce qu'on appelle des swaps de taux. Vous avez des opérations de marché dans tous les sens sur les indices boursiers. J'imagine que la Deutsche Bank doit être encore farcie également de dérivés de dettes immobilières. Enfin bref, la Deutsche Bank, ils ont toutes les catégories de dérivés, mais en beaucoup plus gros que les autres. Si vous voulez,
On va dire que... Ça représente combien de fois le PIB de l'Allemagne? C'est hallucinant, le chiffre. Attendez, je cherche rapidement. Allez, on va dire 10 fois, hein, pour arrondir. Hein. Grosso modo, c'est ça, ou 9 fois, enfin. C'est hallucinant. Et c'est du délire. C'est du délire. Alors, j'aimerais maintenant qu'on passe à la zone euro et qu'on parle de l'Italie, parce que la situation économique de l'Italie est très difficile. Alors, elle est sortie de la récession au premier trimestre de 2019. Elle a eu de très bons chiffres du chômage qui sont sortis aujourd'hui. N'empêche que Rome est toujours dans le viseur de la Commission européenne concernant ses déficits, et plutôt l'augmentation de sa dette. Les banques italiennes sont aussi exposées à un gros risque concernant des créances douteuses qu'elles détiennent. L'économiste Nouriel Robini a récemment déclaré que l'Italie était trop grande pour faire faillite, le fameux too big to fail, mais qu'elle était aussi trop grande pour être sauvée. Alors, est-ce que l'Italie pourrait prochainement faire défaut, sortir de l'euro et par là même faire exploser la monnaie unique ? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? On a bien compris qu'on étudie un peu tous les scénarios. Moi, j'en privilégie aucun réellement. Je viens de voir la dette, justement, enfin le rendement des BTP italiens repasser sous la barre des 2%. Alors, je time le truc, c'était le 1er juillet. Premier retour sous les 2% depuis, je crois, plus d'un an. On respire, parce qu'on était quand même à 2,80, 2,90 il y a 2 mois. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que on est à peu près convaincu que la Banque Centrale Européenne va alimenter les banques italiennes, qu'elle va apporter toutes les liquidités qu'il faut. Et quand vous dites que ça va mieux en Italie, que le chômage s'est résorbé, attention également là aussi à ce mais ça, c'est pareil, c'est les chiffres officiels. C'est des chiffres qui peuvent être biaisés par la radiation massive de nombreuses personnes qui ne remplissent plus tous les critères pour appartenir aux catégories A et B. Et quand on va chercher dans les autres catégories, on s'aperçoit que finalement c'est un cache-misère et qu'il y a beaucoup d'invisibles, etc. Voilà. Il y a des gens qu'on considérait... On a beaucoup creusé sur le travail au noir en Italie. Et on sait que c'est quelque chose... Oui, c'est un sport national. C'est un sport national. Donc tout ça, on a réintégré des gens dans la population active. On les a officialisés, entre guillemets. Donc on a amélioré les chiffres du chômage. Et puis, patatras, le 2 juillet, on découvre que les PMI, c'est-à-dire les indicateurs avancés d'activité économique en Italie, boum, ils chutent, je crois, de 1,2 points. C'est-à-dire qu'ils prennent une très, très, très grosse baffe. On s'était remis à croire, effectivement, à une inflexion de l'activité en Italie après deux trimestres de récession. Là, les PMI nous disent qu'on retombe à moins 0,5 d'ici la fin de l'année. Donc, il y a un mirage statistique, à mon avis, d'un côté, avec le chômage. Et puis, il y a des éléments très concrets d'activité qui nous montrent que ça ne va pas fort. Et le marché automobile italien se prend également une très grosse baffe au mois de juin. C'est comme la France. On était à moins 8 et quelques. Les Italiens sont à moins 10. Si l'industrie automobile italienne connaît un gros coup de frein, je pense que c'est précurseur également de moments pas très glorieux pour la croissance italienne. Mais elle va vers quoi alors avec le clash qu'on a avec l'Union européenne, on voit que Matteo Salvini souffle chaud, le froid, mais en même temps c'est une situation qui est assez compliquée parce que l'Union européenne ne peut pas trop pousser l'Italie dans ses retranchements parce que si l'Italie sort de la zone euro, l'euro explose. Mais d'un autre côté, l'Italie a besoin aussi, tant qu'elle reste dans l'euro, de la Banque Centrale Européenne. On a vu comment la Banque Centrale Européenne a tordu le bras d'Alexis Tsipras à l'époque avec la Grèce. Donc comment ça va finir toute cette situation ? Si j'étais capable de répondre à cette question, je pense que... Une hypothèse. Je passerais mon temps à cocher dans mon agenda un déjeuner avec Trump, avec Powell, avec Monsieur Draghi, etc. Si j'avais la réponse à une telle question, vous pensez bien que... Ma question, c'est est-ce qu'il y a un risque de voir l'Italie sortir de la zone euro à court terme ? Est-ce que parce que certains, comme David Kayla, par exemple, n'y croient pas. Olivier Delamarche pense que c'est possible. Il y a un peu tous les avis, quoi. J'aimerais bien avoir le vote. Oui, je les ai lus, les avis des uns et des autres, et chacun défend un scénario qui est plausible.
qui est tout à fait plausible. Une chose qui me paraît évidente, c'est que l'euro n'est pas viable. Un euro... Ça, ils sont tous d'accord, par contre, pour le dire. Voilà. Donc, c'est le constat qu'on fait. Après, la question est de savoir combien de temps on peut le faire survivre, cet euro, avec une Italie qui doit 500 milliards à l'Allemagne et qui ne les versera jamais. Une Allemagne qui, effectivement, a pratiquement 1000 milliards d'excédents par rapport à ses partenaires. Une Allemagne qui n'investit pas dans les infrastructures depuis 2004-2005. 15 ans que l'Allemagne thésaurise. Et quand on parle des déficits excessifs de l'Italie, de la France, on est face à une Allemagne qui a par contre des excédents, alors là, hyper excessifs, et on n'ose pas trop lui demander d'essayer de corriger ça en investissant un petit peu, en achetant par exemple des produits et services à ses voisins, ce qui serait agréable pour tout le monde. Non, l'Allemagne thésaurise pour ses futurs retraités. L'Allemagne a toujours voulu une stabilité de la devise pour être certain de ne pas spolier les retraités. Donc on a cette logique de vouloir absolument avoir de l'argent de côté. Et cet argent de côté, c'est de l'argent qui absolument ne participe pas du tout à l'équilibre des échanges intra-européens. C'est un calcul totalement égoïste, mais qu'on comprend parfaitement, puisque c'est la problématique de l'Allemagne. C'est une population vieillissante, et le gouvernement allemand veut être loyal par rapport aux épargnants et leur assurer qu'ils auront bien les retraites auxquelles ils s'attendent, quitte effectivement à créer des dérives, des déséquilibres considérables par rapport à ses partenaires économiques traditionnels. Donc une vision complètement égoïste, mais parfaitement conforme à la promesse implicite d'une monnaie stable et de retraite qui sont la juste récompense d'une vie de labeur et de sacrifice sur la consommation, une vie frugale en fait, depuis les lois Hartz de 2005. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu d'or. En 2018, les achats d'or par les instituts monétaires ont connu une hausse de 74%, c'est un plus haut en 40 ans. Alors les pays émergents sont particulièrement demandeurs, je pense notamment à la Banque centrale de Russie ou à son pendant chinois. Se prépare-t-il à l'explosion du système monétaire international ? Pourquoi masser autant de quantité d'or ? En ce qui concerne la Russie, depuis 2014, il y a des sanctions. Il y a un impératif de dédollarisation, tout simplement. Donc, par quoi on remplace les réserves en dollars, c'est-à-dire en fait les T-bonds américains. Actuellement, on les remplace par de l'or. Alors, on va dire par exemple la Russie, avec les achats d'or, se prive quand même d'un rendement qui, bon an mal an, reste quand même supérieur à 2% sur des T-bonds. Mais ce manque à gagner, si j'ose dire, par rapport à une autonomie d'échange dans le monde hors dollar, cette liberté, si j'ose dire, elle n'a pas de prix. Oui. La Chine, autre gros acheteur, là on va dire que c'est un des secrets les mieux gardés, combien achète-t-il de tonnes d'or par an ? Oui, parce qu'officiellement, c'est que le 4e pays, mais certains disent qu'ils ont déjà les plus grosses réserves d'or du monde, parce que oui, les autorités chinoises ne communiquent pas vraiment. La Chine produit 470 tonnes. Alors, je veux bien que l'État chinois n'achète pas la totalité de la production, parce que on fabrique quand même quelques bijoux, etc., sur place. Donc il y a une partie qui est consommée, entre guillemets. Mais ensuite, au travers d'Hong Kong, au travers des achats sur le marché suisse, le marché helvétique, qui est quand même la première source d'or physique au monde, plus ils peuvent en acheter en Australie, ils peuvent en acheter en Indonésie, ils peuvent en acheter un petit peu où ils veulent. Ils en ont peut-être, je ne sais pas, 5-6 000 tonnes, on ne sait pas trop. Donc là, la logique, c'est simplement d'avoir des réserves en métal précieux qui soient quelque part comparables au montant en garantie qu'on suppose en ce qui concerne la Fed. Pour les pays occidentaux et les États-Unis en premier lieu. Voilà. Ni l'Italie ni la France n'achètent de l'or. Qui d'autre en achète ?
La Turquie. Voilà. On a des pays de l'Est également qu'on a acheté. La Hongrie, on a acheté pas mal, il me semble. Oui, la Hongrie de Viktor Orban. Pourquoi tous ces pays achètent vous l'avez expliqué pour la Chine, vous l'avez expliqué pour la Russie, et pour la Turquie, pour ces pays de l'Est. C'est pour se protéger, c'est devant les turbulences qui sont en train de secouer un peu l'économie mondiale Je pense qu'en Turquie, notamment, il doit y avoir une demande interne. Je suis pas sûr que ce soit l'État turc qui a intérêt à acheter de l'or, qui va en plus de ça encore aggraver la faiblesse de la livre turque. Par contre, des Turcs proches du régime et qui n'ont pas envie de voir leurs économies partir en fumée et qui ne veulent pas être uniquement en dollars au cas où ça se gâterait avec les États-Unis. Parce qu'on voit bien que du côté de l'OTAN, ça couine un peu. La Turquie est un peu entre deux eaux avec la Russie et l'OTAN. Ils veulent acheter des missiles russes S-400. Après tout, les pipelines russes, s'ils passent par la mer Noire et tout, la Turquie est quand même assez contente. Enfin, il y a des tas d'aspects géopolitiques. Et je pense qu'il y a des oligarques, c'est un terme générique, mais en Turquie, qui ont envie un petit peu de se diversifier aussi, parce qu'ils ont bien compris que les marchés, la gouvernance de type Erdogan, qui décide, qui est à la fois ministre de l'économie, qui est à la fois président de la Banque centrale ou décideur en dernier ressort, les gens qui entourent Erdogan, ils savent bien que ça passe pas, même si ça leur fait pas plaisir ou qu'ils pensent que M. Erdogan est dans le vrai. Ils sont obligés de faire avec un marché qui, lui, considère que ça prend une tournure inquiétante, voire improbable. Voilà. Donc, pour la Turquie, on peut le voir sous cet angle-là. Comment expliquez-vous que le prix de l'or ne grimpe pas plus, parce qu'il est actuellement autour des $1 400, alors que les craintes se multiplient sur le fond de l'économie, et puis que c'est un actif qui est rare et qui est très recherché? C'est vrai que ça peut paraître mystérieux. $1 400 l'once, je voilà. Précise. Et quand on sait que chaque once d'or correspond à 400 tickets d'achat d'une once d'or, ou 500, je crois. Ce qu'on appelle les contrats d'or papier. Les contrats d'or papier. 400, c'était en début d'année. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 500. Autrement dit, il y a 500 personnes qui pourraient se présenter en disant cette once-là, elle est à moi. S'il n'y en a qu'une. Et parce que ces gens-là, en fait, spéculent à la hausse et à la baisse sur le prix de l'or sans réellement demander la livraison de l'or physique. Ils ne demandent pas la livraison parce que c'est généralement de la spéculation qui est parfois même ce qu'on appelle du high frequency trading. On joue des configurations, des algorithmes. Et le mécanisme qui fait qu'on a réussi à maintenir l'or bas, c'est que chaque fois qu'il y a des velléités, et l'or c'est un actif dont on maîtrise parfaitement les comportements graphiques. Donc on voit très très bien quand il y a des breakouts à la hausse, des breakouts à la baisse. Et quand on veut contenir la hausse de l'or, et qu'on voit que d'un seul coup, il y a un gonflement des volumes à l'achat, le lendemain matin, on va ouvrir des positions, c'est-à-dire en fait créer de nouveaux contrat avec un acheteur, un vendeur. Le vendeur, c'est un complice de la Banque centrale qui va d'un seul coup se mettre vendeur à découvert. Lui, il est très très gros. C'est un vrai rouleau compresseur. Et en face de lui, il a beaucoup de gens qui ont acheté la veille en se disant je joue la configuration technique, donc je prends un petit pari. Il passe overnight acheteur, on va dire à $1 400, et le lendemain matin à l'ouverture on est à 1375. Ils ont un peu chargé la barque, ils voient arriver le rouleau compresseur en phase 2, ils coupent les positions. C'est un effet d'intimidation. Et puis vous avez aussi des manipulations de l'or qui sont parfaitement avérées. On vient de voir Merrill Lynch d'ailleurs qui vient d'être condamné pour avoir manipulé l'or de 2009 à 2014. Et il y en a d'autres, bien d'autres, qui sont dans la manipulation. Deutsche Bank, elle a aussi payé je ne sais plus combien pour régler un litige avec les autorités sur des manipulations à peu près tous azimuts de tout le genre, de tous les actifs qui peuvent exister. Tout le monde a manipulé l'or, et avec, on va dire, la complicité, sinon objective, sinon active, de banques centrales, que ça a arrangé parfaitement, qu'on empêche l'or d'apparaître comme une alternative au dollar ou un bon hedge par rapport à des devises
où l'on imprimait massivement alors du dollar, puis ensuite de l'euro. Il faut expliquer aux gens que quand l'or monte, en fait, c'est un signal que quelque chose ne va pas sur les monnaies. Exactement. Et maintenant, l'or est un refuge d'autant plus pertinent que vous avez du rendement négatif sur 13 000 milliards, comme on le disait tout à l'heure, de dettes d'État, enfin voilà, de bons du Trésor, qui ont un rendement négatif. Quand vous détenez de l'or, on ne va pas vous confisquer ou vous taxer vos dépôts. Ce qui arrive déjà dans certains pays. Je ne sais plus si c'est déjà le cas en Finlande ou au Danemark. En Allemagne, il en est question. Quand on est à moins 0,65, 70 sur l'argent au jour le jour, vous imaginez, les banques se font confisquer aujourd'hui officiellement 0,40% de leurs réserves, peut-être demain moins 0,50%. Et peut-être que dans un an, la BCE nous annoncera des taux à moins 1. On ne sait pas. L'argent que vous avez au coffre, si c'est sous forme d'or et de billets, là, vous conservez de la valeur. Si c'est sous forme numérique, le banquier peut décider de vous prélever des frais... parce qu'il dit que lui, l'argent lui coûte et qu'il faut le répercuter au client. On en est là. Et on marche sur la tête, complètement. Donc l'or n'est la dette de personne. L'or, on ne peut pas vous en retirer un copeau quand il est dans le coffre et on vous en retire un copeau tous les ans. Mais c'est un bon moyen de sauvegarder. Voilà. Donc il n'offre aucun rendement. On s'en fiche. C'est mieux de ne pas avoir de rendement que d'avoir un rendement négatif. Donc, que faire face à ça ? La seule alternative, ça sera qu'un jour, d'un seul coup, les banques centrales disent comme en 1900, je sais plus si c'est en 1934... On repasse à l'étalon, alors. On repasse... Non, surtout, on interdit aux particuliers de détenir de l'or. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui. Donc, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans l'escroquerie totale, on est dans la désintégration du système, on sera revenu au troc... et l'or s'échangera sur un marché gris et les États se disloqueront parce que si on en est là, c'est que le système a explosé. Et justement, très bonne transition pour conclure cet entretien. Les États semblent, vous l'aviez dit dès le début, bien moins équipés pour résister à une crise financière d'une ampleur égale ou supérieure à celle de 2008. Ils sont plus endettés que jamais. Les marges de manœuvre des banques centrales sont très faibles. Alors là, je pense à la crise des Gilets jaunes, je pense à ce que vous venez de dire. Quelles conséquences un tsunami financier pourrait avoir au niveau social et sociétal dans les pays touchés ? Parce que certains observateurs pensent que, comme vous le disiez au début, une crise d'une ampleur même égale à celle de 2008 pourrait balayer des nations. Oui, le principal risque, c'est que la consommation intérieure s'étouffe. En fait, la croissance... Aujourd'hui, même à crédit, elle repose majoritairement sur la consommation. Or, dans un système de rendement négatif, le futur retraité, il fait vite ses calculs. Le rendement de l'argent qu'on met de côté, pour en estimer les fruits, il suffit d'appliquer ce qu'on appelle la règle des 72. Vous divisez 72 par le rendement des placements que vous réalisez ou que vous pouvez réaliser. Aujourd'hui, on va dire que le rendement de l'assurance vie, il est de 2%. Ce qui signifie qu'il faut aujourd'hui épargner 26 ans pour doubler son capital. Quand, il y a 11 ans, on avait du 3,70, 3,80 de rendement, ça signifie qu'il suffisait d'épargner 17 ou 18 ans pour doubler son capital. Quand on va avoir peut-être dans un an des rendements à zéro ou négatifs, les gens vont comprendre que leur argent ne fera pas de petit, que les compagnies d'assurance vont être très, 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 très ennuyées, parce qu'il faudra servir des pensions en faisant quoi ? Il n'y aura pas de rendement dans le renouvellement du stock d'obligations. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va falloir qu'ils réalisent des actifs. C'est extrêmement dangereux. Et surtout si c'est des actifs illiquides, comme le disait Marc Carnet. Donc les gens se disent quoi ? Il faut que j'épargne davantage pour espérer au moins pouvoir, au minimum, avoir un toit et me nourrir. Donc s'ils épargnent, ils ne consomment plus. Donc
Et par anticipation, j'accrois mon épargne aujourd'hui, donc je sacrifie ma consommation. Les agents économiques, et notamment les fameux directeurs d'achat dont je parlais au sujet des PMI, se disent on voit bien que les gens, ils sont obligés d'en mettre beaucoup plus de côté aujourd'hui pour espérer juste être en mesure de survivre dignement dans 15, 20, 25 ans. Donc voilà, on sacrifie aujourd'hui du pouvoir d'achat ou de la consommation au nom d'un avenir extrêmement incertain. Donc on entretient en fait un système complètement déflationniste, un système qui crée naturellement du chômage. Donc avec les taux négatifs, on crée les conditions de l'effondrement du système par ce qu'on appelle une espèce de boucle de rétroaction négative. Alors maintenant, est-ce que les gilets jaunes créent un risque social? Alors moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'un gilet jaune. Moi, je ne connais que des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Oui, mais s'il y en a de plus en plus, en fait, voilà. C'est ça. Comme si une nouvelle crise aussi importante que celle de 2008 pourrait en mettre encore plus. Et qui viennent finalement, quelque part, d'obtenir 10 milliards. Et ces 10 milliards, on vient de le voir, ont littéralement sauvé notre croissance au premier semestre. C'est pourquoi on est les seuls en Europe aujourd'hui à avoir des PMI positifs. Et à la limite, l'État devrait se rendre compte qu'il a effectivement tout intérêt à redistribuer la richesse, à distribuer de l'argent, puisqu'aujourd'hui, on paye l'État 60 ou 65 points de base pour donner cet argent. Parce qu'il ne coûte rien à l'État. Au contraire, si l'État doit encore emprunter 10 milliards de plus pour faire un nouveau chèque au deuxième semestre, si des gilets jaunes ou peu importe les personnels médicaux des EHPAD, etc., on voit la grande misère des urgentistes, des services d'aide aux personnes âgées, enfin tout ce qui est de la dépendance, on a un manque absolument cruel de moyens. On met 10 milliards, ça va pas, ça augmente globalement la dette de la France, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 10 milliards, en fait, l'État va recevoir quelque chose comme 60 millions de revenus pour avoir injecté de l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe à un moment? Est-ce qu'on se dit qu'on profite de cet argent pas cher, qui t'a augmenté encore plus la dette, comme le conseillait d'ailleurs un économiste de la BCE, Bruno Tinel aussi, voilà. C'est cet économiste m'en avait parlé et lui disait qu'on devrait profiter en fait de ces taux bas voire négatifs pour faire de la relance keynésienne. Donc, alors on sait qu'un particulier, si à un moment il dépasse un certain niveau dans le cours d'endettement, il peut pas rembourser parce que lui, il y a un moment il est contraint par le fait que son salaire est de temps et qu'il peut pas rembourser plus de temps par mois. Alors voilà, on fixe ce qui est raisonnable. Est-ce que c'est 33% d'endettement ou on peut aller jusqu'à 36%? L'État n'aura jamais aucun problème pour rembourser le principal, puisque quelque part, il se fournit auprès d'une banque centrale qui imprime tout ce qu'il faut. Donc, si les taux restent négatifs, plus l'État va donner d'argent à des agents économiques, plus il va réduire ses déficits. C'est quand même extraordinaire. J'augmente mon endettement et je réduis mes déficits puisque je suis rémunéré pour m'endetter. Est-ce que c'est viable à terme de faire grossir la dette? C'est peut-être pas viable à terme, mais qu'est-ce que fait le Japon? Qu'est-ce que font les États-Unis? Sous les vivas de la foule, sous, on va dire, des... C'est vrai que le déficit budgétaire américain a explosé. Voilà, avec l'assentiment de toute l'intelligentsia économique, et avec effectivement cette nouvelle théorie monétaire. Voilà, c'est le nouveau monde, comme je l'appelle souvent la Lewis Carroll, où le haut et le bas et inversement, où il n'y a plus de pesanteur. Et vous avez aujourd'hui des tas de gens qui écrivent des chroniques et qui soutiennent absolument il faut qu'on aille au bout
de cette logique économique à la Lewis Carroll. Allons au bout de l'expérimentation, allons au bout des capacités des apprentis sorciers, faisons leur confiance totalement. À partir du moment où tout le monde baigne dans cette espèce d'illusion et approuve globalement cette espèce de théorie de pensée unique immanente, allons-y. Donc les derniers qui y sont allés, c'est dindon de la farce. Les Japonais ils sont allés joyeusement depuis 25 ans. Les Américains y vont depuis les années Greenspan. Et les seuls qui n'avons pas adhéré au principe que finalement s'endetter n'avait aucune espèce d'importance c'est l'Union européenne. Dans un système de taux qui baissent, qui deviennent négatifs, c'est l'Europe. C'est pourquoi l'Europe est très très loin de son potentiel de croissance et que les États-Unis semblent s'en rapprocher. Mais tout ça, c'est de la fake croissance et à mon avis au nom d'une fake théorie. Et tout ça va mal finir. En tout cas, on plonge vers l'inconnu. Ça c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ça se finira comme ça se finira. Après, c'est cette espèce d'aphorisme anglo-saxon. Est-ce qu'il vaut mieux une fin dans la douleur qu'une douleur sans fin? Et aujourd'hui, je dirais qu'on est pour l'instant dans un principe de douleur sans fin. Non pas pour les 0,01% qui sont juste sous le robinet, sous la corne d'abondance des banques centrales. C'est une souffrance sans fin pour les 99% qui sont spoliés, puisque les taux négatifs spolient les épargnants, parce que ça contraint les salaires à la baisse, parce qu'on est dans la malmesure de l'inflation et que les revenus ne suivent pas, et que donc on est dans une baisse permanente du pouvoir d'achat, compensé par un endettement qui s'alourdit, et cet endettement, plus de ça, et contrairement aux 0,01%, facturé très très cher. Je dirais que c'est presque aujourd'hui ce qui sauve les banques. Ce qui sauve les banques aujourd'hui, c'est les agios, c'est les frais de découvert. Parce que prêter aux ultra-riches, aujourd'hui, il faut leur donner de l'argent pour qu'ils empruntent. Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Béchade.